Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de compétition. Encore beaucoup de choses très intéressantes qui ont été vues et revues ces derniers jours. Pas mal de choses encore intéressantes à suivre. Et on va bien sûr, sans plus tarder, faire le petit instant promo. Je vous rappelle que cet épisode et tous les précédents sont disponibles sur toutes vos plateformes de podcast préférées. De même, c'est disponible sur YouTube et bien sûr le Homera. Vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. J'aimerais pousser un peu plus loin le bouchon promo en rappelant que en ce moment des petites vidéos, des vidéos courtes, des formats courts sortent en ce moment sur YouTube. Elles concernent en fait des joueurs qui vont être certainement appelés assez tôt dans la draft à venir. Donc n'hésitez pas à aller voir ou écouter tout ceci et me faire vos retours. Et on va pour y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais pas faire un épisode très long. Je vais d'abord parler rapidement d'une série que j'ai regardée avec attention. Cette série, c'est Rutgers contre Purdue. C'était donc une série de Big Ten. Ce ne sont pas forcément deux équipes qui caracolent en tête de la Big Ten, bien au contraire. Pour Rutgers, ça fait quand même 2-3 saisons qu'on attend un rebond, alors qu'ils ont eu des effectifs quand même plutôt intéressants en termes de talent. Alors que Purdue, c'est clairement pas la grosse fac baseball, mais ils étaient sur une pente ascendante, ou en tout cas une volonté de changer certaines choses, et ça s'est vu la saison dernière avec une saison très positive. Cette saison, c'est plus compliqué, on a l'impression que ça retombe un peu dans ses travers, et donc on s'est retrouvé dans une série un peu de la peur entre deux équipes qui étaient plutôt en bas de la Big Ten. À l'orée de cette série, Rutgers était alors en 5 victoires, 7 défaites, alors que Purdue était en 3 victoires, 9 défaites. Je ne vais pas vous faire le déroulé complet de la série, je vais juste vous expliquer rapidement, sans suspense. Purdue a remporté sa série donc à domicile, 2-1. Ils ont remporté les 2 premiers matchs avec un dénominateur commun. C'est l'offense assez compliquée. Le premier match, ça a été vraiment un duel entre pitchers, notamment le pitcher, moi que j'ai envie de retenir sur ce match-là, il a fini par perdre au final, mais c'est le pitcher de Rutgers, puisque, si je dis pas de bêtises, son nom c'est Landon Mack. Et Landon Mack, l'année dernière, il était au lycée, on n'entendait pas forcément beaucoup parler de lui, il arrive dans une fac quand même réputé en termes de, peut-être pas de baseball, mais en termes de conférence, parce que c'est de la Big Ten. Et il est freshman, et en tant que freshman, il a été nommé un mid-season freshman All-American, et je pense que c'est largement mérité. Le match que je l'ai vu pitcher, c'était vraiment impressionnant. Il a donc pitché pour 7 manches. Il a en tout concédé 4 coups sûrs, dont 2 runs et 2 runs mérités, 2 earned runs. Il n'a pas concédé un seul but sur balle et il a strikeout 7 batteurs. Donc Landon Mack, c'est vraiment c'est une découverte pour moi et vraiment très intéressant. Du côté de Purdue, il y avait un peu plus d'expérience en face de lui. Et l'offense de Rutgers a réussi à scorer un run à la fin, dans la 9e manche. Ils ont perdu donc ce match 2-1. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont réussi quand même 10 coups sûrs sur ce match. Ça veut dire qu'ils ont réussi 10 coups sûrs, ils n'ont réussi qu'à scorer qu'un seul point. Voilà. Et en plus de ça, au-delà des 10 coups sûrs, je pense qu'ils ont aussi réussi à provoquer plusieurs buts sur balle. Je pense 5 ou 6 buts sur balle au minimum. Donc ça veut dire que en termes d'arrivée sur base, il y a eu beaucoup d'opportunités. Mais dès qu'il y avait des joueurs sur base, d'un coup les battes se refroidissaient. Et donc voilà, ça a été très compliqué. Lors du match de samedi, l'offense s'est réveillée un peu tard. Il faut savoir... Rutgers a très vite été mené et ils ont été menés pendant la plupart du match 5-0. Après, ils sont revenus à 5-3. Malheureusement pour eux, au final, ils le perdent 10-5. Et encore une fois, ce qui interroge, c'est cette offense qui a eu pas mal de difficultés à se montrer à son avantage.
Et parmi cette offense, j'ai envie de parler d'un joueur très rapidement, hein, c'est assez facile, mais je vais vous parler rapidement de Peyton Bonds. Peyton Bonds, bah vous entendez Bonds, donc peut-être vous allez vous dire, tiens, ce nom de famille me dit quelque chose. Bien oui, c'est le neveu de Barry Bonds, c'est le fils de Bobby Bonds 2, hein, fils lui-même de Bobby Bonds, un autre voilà, player de baseball émérite, on va dire. Je rappelle rapidement le pédigré pardon, de sa famille. Donc Bobby Bonds, le premier, hein, le grand-père donc, de ce jeune homme, il a été All-Star en MLB, il a joué pendant 14 ans dans la Grande Ligue. Ensuite, Bobby Bonds 2, donc son papa, et donc le fils de Bobby Bonds, a lui joué 11 saisons. Il a été notamment drafté par les Padres, hein, si on veut le rappeler. Mais bien entendu, je finis par, entre guillemets, le meilleur, hein, Barry Bonds. Barry Bonds, c'est donc le all-time home run leader, hein, de la MLB. Bon, voilà, on va pas rappeler toutes les controverses, etc., etc. Mais voilà, ça reste un joueur exceptionnel, hein, tout simplement, hein, de ce qu'on a vu. Et donc, bah, ce Peyton Bonds a de qui tenir, on va dire, ou en tout cas, c'est ce que lui voudrait pouvoir montrer. Il faut le savoir, il n'est que sophomore, et sa saison freshman, il l'a passé du côté de Campbell. Campbell, bah, c'est marrant, il y a un lien avec la Big Ten, puisque Campbell, leur ex-coach maintenant, bah, c'était Justin Hare, qui avait amené une culture de la gagne du côté de Campbell. Peyton Bonds l'a donc côtoyé sur sa dernière saison, la dernière saison de ces deux messieurs, donc du côté de Campbell. Et là-bas, il a été dans la All-Rookie Team de la CAA, donc de la Coastal Athletic Association, anciennement appelée Colonial Athletic Association. C'est donc la conférence, hein, où se trouve Campbell maintenant. Il avait réussi notamment 5 home runs, 7 doubles, 1 triple, 21 points produits et 29 runs qu'il a scoré lui-même sur 36 matchs joués. Donc il n'a pas non plus joué la totalité des matchs, mais pour un true freshman, ça fait sens. Il avait une ligne de stats pas incroyable, mais pas inintéressante non plus. 267 de moyenne au bâton, 341 d'OBP, 427 de slugging percentage, et donc voilà, des belles promesses. Il a décidé de se rapprocher, hein, de son chez lui, puisqu'il est revenu dans le New Jersey, puisque Rutgers, je le rappelle, est dans le New Jersey, donc c'est un peu un retour à la maison pour ce jeune homme. Et avec Rutgers, bah, somme toute des stats voilà, sans éclat en soi, mais il n'est pas non plus voilà, complètement à la ramasse. Pour l'instant, à l'heure où je parle, il est, si je dis pas de bêtises, j'essaie de retrouver les stats, hein, je les avais sous les yeux, voilà. Il est en 37 matchs joués avec un home run, 18 points produits. Il a une moyenne à la batte de 279. Il a un OBP, si je le retrouve, de 394. Il a un slugging percentage de 371. C'est un joueur qui a réussi à provoquer 17 buts sur balle, par contre qui a été strike out 30 fois. C'est aussi un joueur qui est quand même assez dynamique. Il a déjà réussi à voler 7 bases. Donc voilà, c'est un. Enfin, je pense que là il joue. Enfin, moi je l'ai vu jouer champ centre, mais je pense qu'à la base du côté de Campbell c'était un champ droit. Bref, c'est un joueur de l'outfield, un joueur qui est très intéressant à voir, assez athlétique. Par contre, au niveau de la batte, c'est plus compliqué. On va voir comment il progresse, mais voilà, je voulais toucher deux mots sur ce joueur-là, puisque c'est un fils d'eux, comme on dit. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir un peu des noms revenir à nos oreilles. Mais il a été un peu le symbole justement de cette offense de Rutgers en délicatesse. Ils ont gagné le dernier match, hein, le match du dimanche, mais la série était déjà perdue. Et moi, sur sur le match de la série que j'ai le plus vu, c'est-à-dire le samedi où j'ai pu le voir sans interruption, je pense qu'il a été strike out 3 fois sur les 4 passages ou 5 passages qu'il a eu. Ça a été vraiment très compliqué, et surtout en fait ce que j'ai pu noter, c'est que il y avait très peu de patience dans son jeu sur ce match-là, hein. Attention, hein, je dis pas que c'est pas la vérité de sa carrière, hein, c'est vraiment la vérité de ce match. Mais voilà. Je vais pas rentrer dans plus de détails, mais c'est juste voilà, pour vous parler de deux facs qui sont dans la Big Ten, donc une conférence qui tend à essayer de grandir au niveau du baseball, être aussi forte que ce que l'on voit dans d'autres disciplines comme le foot ou le basket, qui a donc voilà du haut niveau, du lourd, mais je voulais voilà parler de ces deux facs qui sont un peu plus en deçà. On va pas trop entendre parler d'eux cette saison, sauf s'ils font un retour tonitruant sur la deuxième partie de saison. Ça me paraît compliqué, ou qu'ils font un tournoi de Big Ten exceptionnel.
Mais ça fait toujours voilà, du bien de pouvoir un peu s'arrêter, non pas sur les favoris, non pas sur les meilleurs, non pas sur les noms qu'on connaît tout le temps, mais aussi essayer de parler de facs qui sont quand même réputés, attention, mais qui ne sont pas peut-être dans le tout en haut ou tout en haut du panier, si je puis me permettre. Voilou pour Rutgers face à Purdue, c'était pas le seul match, enfin c'était pas la seule série que j'ai vue tout d'abord, c'était pas les seuls matchs de baseball que j'ai vus. Pour finir avec Purdue d'ailleurs, je les avais vus le lundi, puisqu'après cette série victorieuse, ils ont réussi un walk-off pour remporter un match très intéressant face à Arizona State qui fait une très belle saison en Big 12. Donc c'est le genre de victoire hors conférence qui fait du bien à des équipes comme Purdue par exemple. Et j'ai envie de passer à un deuxième point, on va dire, de ce podcast. Je vais juste faire une petite pause pour aller prendre un peu d'eau. J'ai envie maintenant qu'on parle du baseball de l'Ouest. Pourquoi je parle du baseball de l'Ouest? Puisque l'Ouest, historiquement, a produit des facs de baseball réputés. On peut penser à Oregon State, par exemple. On peut penser à des équipes même qui sont mid-majors, comme la fameuse Fullerton, Cal State Fullerton, de son nom complet. Il y a Cal Poly, il y a beaucoup de facs, bien sûr, californiennes à l'ouest, puisque la Californie, je vous le rappelle, est à l'ouest. Merci, monsieur Obvious, pour le petit point géographie. Mais j'ai envie de parler du baseball de l'ouest, puisqu'il y a pas mal d'effervescence en ce moment. On entend beaucoup parler, bien sûr, ces dernières années de UC Santa Barbara, ces 2 dernières années, même si cette saison, c'est assez compliqué, en deçà des attentes. On parle depuis longtemps de UC Irvine, qui est souvent en haut de cette Big West. Il y a des équipes aussi qui montrent le bout de leur nez comme Hawaii et Cal Poly, et justement ces 2 équipes s'affrontaient ce week-end dans une série qui sentait la poudre. Et puis bien sûr, il y a des équipes à l'ouest comme, voilà, je le rappelle encore une fois, Oregon State, qui est maintenant indépendante en tout cas sur cette saison, et qui est toujours en train de montrer de belles choses, et qui a bien fait de se prémunir d'un calendrier très 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 fort. Donc voilà, j'ai envie de parler un peu de ce baseball-là en général. Je vais commencer par UCLA. UCLA, bon, je le rappelle, ils sont en Big Ten. Mais pourquoi je parle de UCLA en 2 secondes? Déjà, tout se passe bien pour eux en Big Ten, ils sont en tête de la conférence. Mais surtout, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait le Jackie Robinson Day. C'est le 15 avril. Et oui, pourquoi il y a le Jackie Robinson Day? Je le rappelle pour les 2 personnes au fond de la salle qui ne sont pas au courant. Jackie Robinson, c'est une figure émérite du baseball. Pourquoi? Puisqu'il a cassé la barrière de couleur. Ça a été le premier joueur afro-américain de jouer dans la MLB. Et en fait, ça a été le premier joueur depuis 1887 à revenir dans un baseball majeur en fait, américain tout simplement. Puisqu'entre 1887 et 1947, les athlètes noirs, les joueurs de baseball noirs n'étaient pas autorisés à entrer dans les big leagues. Ils jouaient d'ailleurs dans les negro leagues, pour parler par exemple de ce genre de ligues qui ont existé et qui ont une forte et riche histoire. Jackie Robinson, il est lié à UCLA puisqu'il a été à UCLA, il faut le savoir. C'était le premier athlète de UCLA qui a récupéré 4 lettres dans les sports en fait. Ça veut dire qu'il a reçu des lettres de recommandation ou d'invitation dans 4 sports différents. Donc en football, donc football américain, en basket, en baseball bien entendu, et aussi track and field, donc c'est-à-dire en athlétisme. D'ailleurs, pour finir avec lui, en 1940, il a remporté notamment un titre à NCAA sur le saut en longueur. Voilà. Vous savez tout sur Jackie Robinson, enfin pas grand-chose, mais je vous ai rappelé pourquoi il est important et lié à UCLA. On va quitter UCLA pour l'instant et on va aller plutôt du côté de Oregon State. Oregon State qui justement est très intéressant cette saison, et vous allez voir que la transition est toute trouvée. Transition donc toute trouvée, puisque pour ce Jackie Robinson Day, on avait donc une affiche très alléchante entre Oregon State et donc UCLA, le tout au stade Jackie Robinson qui se trouve donc du côté de UCLA à Westwood pour ceux qui veulent avoir l'adresse exacte. Le match en soi n'a pas été si palpitant que ça, puisque Oregon a très vite pris les devants et n'a jamais regardé même dans le rétroviseur. Ils ont remporté le match 7-1.
Pas grand-chose à noter en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que Oregon State a vraiment montré de la profondeur dans son line-up, puisque le joueur phare ou le joueur clé de cette match-up, ça a été Carson McIntyre. Et Carson McIntyre, il n'avait joué, enfin il n'a joué en tout que 13 ou 14, peut-être 15 at-bats au maximum. Et ça a été un peu voilà, le héros, puisqu'il a réussi un two-run home run qui a mis Oregon State dans les meilleures conditions et la meilleure position pour pouvoir en fait dominer cette équipe de UCLA. UCLA qui s'est fait dominer par l'escouade ou la team, on va dire, de pitchers de Oregon State sur ce jour-là, des joueurs qu'on voit plutôt dans le bullpen quand il s'agit du week-end, mais qui ont eu une forte contribution sur ce match-là. C'est donc Wyatt Quinn, James DeCramer et Leif Palmer. Chacun a lancé pour 3 manches, donc 3 x 3, 9, vous savez le compte y est, et surtout ils n'ont concédé que 4 coups sûrs. Sachant que UCLA, avant ce match-là, c'est une des offenses les plus potentes ou les plus puissantes, on va dire, pour parler un peu français, puisqu'ils sont actuellement avec une moyenne notamment à la batte de 304. Donc voilà. Oregon State, c'est donc un peu cette équipe qui domine, on va dire, si on regarde les rankings, parce que je pense qu'il doit être 6ème au niveau du classement du top 25, alors que UCLA est 10ème. Au niveau de ce top 25, c'est donc ces deux équipes là qui dominent en fait l'Ouest, quand on parle du baseball de l'Ouest. Mais le baseball de l'Ouest, comme je l'ai dit, ne s'arrête pas qu'à ça. Le baseball de l'Ouest, c'est aussi donc toutes ces équipes de mid-majors. Et en parlant de mid-majors, on va s'arrêter un peu en Big West rapidement, puisque non seulement UC Irvine est un peu cette troisième grosse équipe de ce baseball de l'Ouest, c'est une des équipes de tête de la Big West cette saison. Ils viennent de remporter une nouvelle série face à UC Davis, et surtout ils vont rencontrer Hawaii ce week-end pour un autre showdown. Hawaii qui vient justement de subir, comment je peux dire ça, la puissance actuelle de Cal Poly. Cal Poly est actuellement en tête de la Big West. Il y avait donc une série entre Hawaii et Cal Poly ce week-end. Cal Poly l'a donc remporté, et il faut le savoir, Hawaii menait 1-0. Hawaii avait réussi à remporter le premier match et donc était donc dans la meilleure disposition, tout simplement pour pouvoir, pourquoi pas, remporter la série. Mais ils se sont fait outrun en tout 17-7 sur les deux autres matchs, avec 2 défaites, 12-5 et 5-2. Ce qu'il faut retenir là-dessus, tout d'abord, c'est que Hawaii, malgré la défaite, continue à être plutôt impressionnante. Le problème pour Hawaii, c'est que maintenant, avec cette défaite, ça va être très compliqué pour cette équipe de pouvoir vraiment continuer à concourir pour avoir cette idée de pourquoi pas hoster. Puisque, voilà, vous allez vous dire, mais pourquoi il parle de ça ? Puisque, je le rappelle, le tournoi national au niveau du baseball, c'est un tournoi où on a, pour les 16 meilleures équipes de ce tournoi, à l'orée du tournoi, le droit, la possibilité donc de host. C'est-à-dire qu'ils vont en fait tout simplement accueillir 3 autres équipes pour faire une poule de 4 chez eux. Ça donne un certain avantage, vous imaginez bien. Et il y avait une narrative qui expliquait qu'avec tout ce que faisait Hawaii depuis le début de la saison, et malgré un RPI qui forcément est un peu en deçà d'autres RPI, au vu du calendrier et au vu des match-ups notamment dans la conférence, eh bien on commençait de plus en plus à entendre des voix qui disaient que s'ils continuaient sur leur lancée à être quasiment invincibles en Big West, ils pourraient pourquoi pas s'inviter à la table des équipes qui pourraient potentiellement être hautes, donc pour le tournoi national. Le problème, c'est que dans ce genre de conférence, surtout quand on a un RPI aussi bas, parce que c'est-à-dire que leur calendrier hors conférence n'est pas non plus exceptionnel, eh bien, chaque victoire compte, et surtout chaque défaite vous met dans l'embarras. En ayant perdu cette série face à Cal Poly, qui est, encore une fois, tout en haut de la Big West au moment où j'enregistre, eh bien, Hawaii a quasiment dit adieu à cette possibilité qui aurait été historique pour ce programme de pouvoir hoster. Ça va aussi être historique en termes de logistique, puisque vous imaginez bien qu'aller jouer du côté d'Hawaï, où le décalage horaire est encore plus palpable, ça allait être certains problèmes pour les facs. Mais bref, voilou pour Cal Poly, pour Hawaii, pour UC Irvine. Je voulais parler un peu du baseball de l'Ouest. Je peux rappeler quand même qu'à l'Ouest, on a donc Oregon également qui se place plutôt pas mal en Big Ten.
On a bien sûr des équipes comme Arizona State, qui sont en Big 12 et qui font des bonnes saisons là-bas. UC Santa Barbara, qui, même si je l'ai dit, ont beaucoup de mal cette saison. Ils n'ont que 10 victoires, 8 défaites actuellement en Big West. Ils ont un bilan global un peu plus intéressant avec 24 victoires, 11 défaites. Mais ça va être très compliqué. Et justement, on a un chassé-croisé, puisque maintenant Cal Poly et UC Santa Barbara vont se jouer, pendant que, donc, comme je l'ai dit, UC Irvine et Hawaii vont se jouer. C'est un peu ces 4 grosses équipes de la Big West qui vont donc influer sur le destin de chacune, tout simplement. Mais voilà. Arizona State, j'en ai parlé. USC fait partie de ce baseball de l'Ouest. Et puis, j'ai envie de faire une transition, mais il y a des équipes dont on parle de moins en moins et qui ont été des équipes historiques du baseball universitaire et du baseball, on va dire, de minor leagues, comme Fresno State, qui donc font partie de ce baseball de l'Ouest. Fresno State, c'est notre prochain stop. On va juste faire une mini pause. Je vais reprendre ma respiration et on va s'occuper d'un pitcher du côté de Fresno State en 2 minutes. So the tying run is at second. The run that would win the World Series is at first, and Joe Carter is the batter. Now the 2-2. Well hit down the left field line. Me revoilà. On reste à l'Ouest. Et on va parler de Fresno State et surtout d'un de leurs joueurs. Fresno State, cette fac donc de Californie, encore une fois, c'est peut-être pas la fac la plus réputée en termes d'achievements sportifs dans l'histoire. Faut le savoir, ils n'ont pas non plus remporté masse de titres nationaux. Ils ont remporté un titre national, je pense, en tennis, quelque chose comme ça. Et je rigole pas pour dénigrer en tant que tel, mais c'est vraiment pour souligner le fait que, encore une fois, c'est pas une fac qui a la culture de la gagne. Et puis après, ça reste une mid-major, c'est pas non plus une grosse fac. Ils avaient donc remporté le tournoi national de tennis en 1968. Et surtout, 40 ans après, en 2008, ils avaient remporté le tournoi national de baseball. Donc ça fait partie de ces équipes qui, il n'y en a pas non plus des milliers, qui ont donc remporté un titre national au niveau de la NCAA D1 baseball. Il faut le savoir, en 2008, c'était vraiment une cendrillon. Il n'était pas du tout attendu, il n'avait pas l'effectif pour, ils se sont retrouvés avec plein d'obstacles et ils ont réussi à gagner. Donc chapeau à eux, c'est un peu à une moindre mesure ce qu'on a pu voir en 2016 avec Coastal Carolina, c'est-à-dire ces équipes qui viennent de mid-majors et qui vous font des parcours historiques d'un coup, d'un seul. C'est comme des étoiles filantes, on va pas forcément les revoir de sitôt à pareille fête, mais voilà, ça compte dans l'histoire de leur fac. Et surtout, Fresno State a fait parler d'elle ce week-end, puisque un de ses joueurs a été très 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 performant. Et oui, on va parler en 2 secondes de Jack Anker ou Anker. Ce joueur, donc pitcher de son état, a réussi la performance de la semaine, la performance du week-end, et a donc été élu joueur de la semaine ou joueur du week-end, alors c'est selon, au niveau national, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réussi à participer à un shutout face, c'est New Mexico State, si je dis pas de bêtises. New Mexico State, un des deux. J'ai un peu oublié, je suis désolé, j'ai pas la fiche devant moi, mais Fresno State a en tout cas gagné 7-0. Il avait lancé 8 manches dans ce match-là. Sur les 8 manches lancées, il a juste subi 2 coups sûrs. Et il a concédé 1 but sur balle. Et surtout, il a strikeout. Il a donc retiré surprise 16 batteurs. Faut le savoir, il n'est peut-être pas le joueur le plus connu ou le plus reconnu, mais c'est un joueur qui, sur cette saison, est très régulier. Il fait partie du top 20 au niveau national en termes de strikeout et en termes de manches lancées. C'est-à-dire qu'il a cette durabilité, cette constance dans la performance qui font que c'est pas pour rien qu'on parle de lui, puisqu'il est même dans cette Golden Spikes list, en tout cas pour cette semaine, pas la Golden Spikes list qui vous permet de remporter le Golden Spikes à la fin de la saison, mais la liste pour cette semaine, et il est tout en haut de cette liste. Donc voilà, je voulais en parler rapidement, puisque c'est peut-être pas le genre de joueur dont on va entendre parler de sitôt dans mon podcast ou même en général. Je sais que D1 Baseball a parlé de lui, c'est quasiment sûr parce qu'il doit faire partie
Enfin, ils vivent au plus près de façon du baseball et surtout ils doivent faire partie des gens qui votent ou autres par rapport aux joueurs de la semaine. Mais voilà, on n'en a pas entendu tant parler que ça et je pense que c'était important de parler de lui. Et sans transition et sans pause, j'ai envie de continuer avec les performances de pitcher. Mais là, j'ai envie de vous parler un peu plus de performances historiques. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est un perfect game? Qu'est-ce qu'un perfect game? Un perfect game, c'est le match rêvé de tout pitcher. C'est lorsque on réussit à retirer tous les batteurs sans en laisser un seul atteindre une base. Donc c'est-à-dire que pas de coup sûr, pas de but sur balle, pas de hit by pitch, pas d'erreur, rien. On a 27, j'allais parler, désolé. Anglais, français, vous me connaissez maintenant. 27 joueurs auxquels on doit faire face et 27 retirés. On s'embête pas. Je voulais parler un peu de ça parce que ça me fait un peu plaisir d'avoir un peu d'histoire. Depuis 1959, il n'y a eu que 39 perfect games, donc matchs parfaits en D1 baseball. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que parmi ces 39 matchs parfaits, il y en a, je pense, 15 de mémoire qui ne sont pas des matchs à 9 manches. Puisque je rappelle, on a des mercy rules au niveau du college baseball. C'est-à-dire que s'il y a plus de 10 runs d'avance avant la 7e manche, on saute. Il y a même d'autres, il y a plusieurs rules qui sont implémentées. C'est-à-dire que même d'un match à l'autre, on peut se mettre d'accord. Si par exemple au bout de 5 manches, il y a plus de, 12, 15 runs, on peut arrêter le match au bout de 5 manches. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a 24 matchs au final qui se sont terminés avec les 9 manches au complet et qui ont été des perfect games. Si je dis 1959, c'est puisque le 1959, c'est la date du premier perfect game qui a été enregistré au niveau du college baseball en D1. Et c'était un joueur de Maryland, donc coucou Maryland, juste à côté. Il s'appelle Dick Wright. Il avait réussi lors d'une victoire 10-0 à blanchir la fac de John Hopkins. C'est un peu on va dire le départ tout simplement de tout ça. Mais pourquoi je vous en parle et que ça fait histoire, c'est parce que cette saison, oui mes amis, cette saison, on a deux perfect games qui ont été lancés. On a donc tout d'abord, comment s'appelle-t-il? Je l'avais il y a 2 secondes dans ma tête, Cam Bagwell. Cam Bagwell, il joue du côté de UNC Wilmington. Il est freshman en plus de ça, et il a réussi à aider à battre Campbell 12-0. Bon, ça a été une victoire en run rule, ça veut dire qu'ils n'ont pas joué 9 manches, mais il a réussi donc en 7 manches à réussir un perfect game, et tout ça en seulement 80 pitches. L'autre match de la saison qui a vu un perfect game, c'est donc du côté de Portland. Portland qui avait fait un énorme début de saison, on entendait beaucoup parler d'eux, c'était un peu Hawaii, Portland, Cal Poly, ces équipes-là dont on entendait parler en début de saison. Et Portland, via Ryan Rembis, ont réussi l'autre perfect game. Lui, il a réussi notamment à strike out 12 batteurs. Et donc, par petite histoire, c'était face à la fac de Seattle. Voilou. Si on veut revenir un peu dans l'histoire, je sais que Maryland avait réussi un perfect game dans leur période de domination. C'était soit en 2021, soit en 2022. Et j'ai envie de voir s'il y a une année où il y a vraiment eu beaucoup de perfect game. Est-ce que c'est possible d'avoir au moins 3 perfect games dans une seule et même année? Je regarde là dans l'histoire, je l'affiche devant les yeux. 2022, on a 3 perfect games. Jake Noviello pour Fairfield, c'était face à St. Peter's. Shemar Page pour Grambling State, c'est face à Alcorn State. Et donc, bien sûr, du côté de Maryland, c'est Ryan Ramsey face à Northwestern. Est-ce que j'ai une autre occurrence de au moins 3 perfect games dans la même saison? Je pense que c'est tout. Les amis. Donc voilà, je voulais en parler parce que ça fait un peu plaisir d'avoir un peu des faits historiques et surtout qui se raccrochent à l'actualité, puisqu'encore une fois, 2 perfect games en 2025. C'est pas si commun d'avoir un perfect game, donc 2 dans la même saison, c'est encore moins commun. Et voilou. On va faire une dernière mini-pause et ensuite on va finir ce podcast avec un sujet un peu plus global et qui concerne la NCAA dans son ensemble.
On finit ce podcast avec un côté juridique. Oui, à la barre, Maître Baldé. Euh, Plus sérieusement, je vous en ai déjà parlé de temps en temps, donc là je vais faire une petite update. Ça concerne bien sûr cette histoire de settlement qu'on a en NCAA, donc cette histoire un peu de euh, procédure judiciaire entre, euh, on va dire, X ou House quand on parle en anglais, et puis la NCAA. Pour rappeler un peu les faits, on a donc eu des athlètes, et donc ensuite, après les athlètes, carrément des... comment je vais dire ça? On va faire au plus simple. On a eu des athlètes qui ont commencé à se demander pourquoi ils n'auraient pas le droit à avoir des rémunérations. On a vu la mise en place de la NIL, mais ensuite on a eu de plus en plus de gens qui sont revenus vis-à-vis de la NIL, qui se sont dit bah, la NIL a été mise en place en 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement. Bah, moi qui étais performant avant, bah, je trouve que j'ai un manque à gagner. Et donc on a eu ces sortes de plaintes qui sont arrivées face à la NCAA de plusieurs athlètes ou ex-étudiants athlètes. Et tout ça a créé une sorte de conglomérat et on s'est retrouvé avec donc cette fameuse histoire, cette fameuse affaire House versus NCAA Settlement, avec cette idée derrière de réussir à faire de la NCAA quelque chose de différent. Quand je dis quelque chose de différent, ça va être quelque chose où maintenant la NCAA va voir les étudiants athlètes comme des parties prenantes. C'est-à-dire qu'ils vont donc, en tant qu'étudiants athlètes, récupérer une partie de l'argent gagné par la NCAA qui va donc être distribué au niveau athlétique, hein, dans les départements athlétiques, et ensuite ça va être aux facs de redistribuer encore une fois cet argent aux athlètes via ce qu'on appelle le revenu sharing, donc le partage de revenus. Euh, Là, on a eu donc une avancée dans tout ça, mais surtout pas mal de questions qui sont arrivées, et ces questions ou clarifications, euh, certes, n'influent pas sur normalement le jugement que va rendre la juge, je pense que c'est Claudia Wilken, si je dis pas de bêtises, mais qui amène quand même des choses à noter. Par exemple, l'une des choses, on en avait déjà parlé, c'est la limite des rosters. Je vous en avais parlé au niveau du baseball en particulier, il y a cette idée de vouloir mettre en place une limite à 34 éléments dans un roster. Cet élément de 34 correspond aussi aux 34, on va dire 34 bourses, pour faire au plus simple, qui seront allouables par fac pour une équipe de baseball, ce qui va être un changement énorme pour le baseball universitaire, parce que je le rappelle qu'à l'heure actuelle, on a plutôt entre 11 et 13 bourses pour des effectifs qui ont une quarantaine de membres. Donc ça va complètement changer la forme, hein, du baseball et bah voilà, changer un peu les dynamiques. J'en avais parlé, ça peut avoir beaucoup d'implications même dans les choix des lycéens quand ils vont aller à la fac. Est-ce qu'ils vont se dire bon, je prends le risque d'aller dans une grosse fac, mais peut-être je vais pas trop jouer, c'est pas très grave, je range mon frein, mais je sais que voilà, je suis dans une fac où je vais pouvoir aussi me montrer. Ou alors au contraire, pour me montrer, je vais aller dans une fac peut-être plus petite, mais c'est pas grave parce que je suis une marque à moi seul, donc je sais que je vais pouvoir gagner de l'argent grâce à la NIL, même si ma fac n'est peut-être pas la plus exposée en termes de d'exposition, on va dire publicitaire ou commerciale. Et ensuite, maintenant qu'il y a les revenus sharing en plus de ça, je suis sûr que je vais avoir ma part du gâteau. Donc voilà. Comme je l'ai dit, on a cette idée de mettre en place cette limite de roster. Euh, Par exemple, ce qu'on veut aussi éviter, c'est un peu cette idée de scholarship partiel. Dans certains sports, il y a cette idée de scholarship partiel, c'est-à-dire que ce sont des sortes de bourses partielles. Euh, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails pour le coup, parce que j'ai peur de vous perdre. Mais voilà, il y a tout un système. Franchement, c'est très intéressant si ça vous intéresse, hein. Je vous conseille à lire beaucoup d'articles du côté de The Athletic. Ça en parle beaucoup. Bon, dans ce groupe-là, il y a New York Times, bien sûr, qui en parle pas mal. Mais tout ça pour vous dire que voilà, si vous voulez vous documenter là-dessus, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Moi, je vais plutôt vulgariser. Mais en tout cas, on se rapproche de cette idée d'avoir le settlement complètement voilà, ratifié et signé avec une décision finale qui va arriver incessamment sous peu. Mais encore une fois, cette question de la limite de roster revient et c'est bien normal puisque pour beaucoup dans le monde du niveau, enfin au niveau universitaire, cette idée de limite de roster va aussi, comme j'ai dit, étendre le nombre de bourses dans certains sports et va surtout permettre d'avoir une certaine stabilité.
pour ces facs. C'est en tout cas l'idée derrière l'idée, c'est ce qu'on pense derrière cette question de la limite des rosters. La dernière chose par rapport à la limite des rosters, ça va aussi permettre de voir la planification totale d'un effectif pour une saison. Et d'être sûr que les coachs font ce travail de planifier et de mettre de la place et de faire de la place pour les membres du roster. Comme je l'ai dit par rapport au baseball, des fois on se retrouvait avec des effectifs de plus de 40 joueurs. Le baseball, ça se joue rarement à 40. Même si avec les blessures ou autres, on peut avoir sa chance, mais être au bout de la file des 40, ça vous pénalise clairement parce que vous passez très probablement une saison blanche. Quand vous avez des aspirations ou autres, c'est peut-être difficile de passer une saison blanche, et après ça peut vous donner envie de tout simplement soit redshirt, soit entrer sur le portail des transferts, et ça amène aussi de l'instabilité. Avec cette limite dans le roster, on veut aussi combattre un peu cela et permettre de définir des rôles, même pour des joueurs qui sont en bout de ce roster, via la limite et le fait qu'il y a moins de monde, ça leur permettra d'être quand même un peu plus tranquilles dans les opportunités qu'ils pourront avoir à pouvoir jouer lors de la saison. Même s'ils ne jouent pas, ils seront bien sûr impliqués dans le projet, d'autant plus qu'on va avoir besoin de toutes les forces en présence, puisque les blessures arrivent facilement, et un roster de 34 c'est à la fois beaucoup, mais à la fois peut-être limite. Quand on parle de baseball universitaire, avec toutes les Tommy John, c'est très facile d'avoir un effectif entre guillemets décimé, notamment en termes de pitcher. Donc voilou. Cette question de roster limite va en fait un peu être ce point d'exclamation qui va permettre ensuite de conclure quant à l'issue en fait de cet ordre et de cette décision que va prendre donc le juge Wilken concernant cette fameuse affaire de House versus NCAA Settlement. Voilou. J'espère que ça vous a pas trop perdu cette partie-là. Moi, je sais que ça me passionne, donc peut-être que je parle de quelque chose qui ne vous intéresse pas forcément, mais je trouve que c'est très intéressant et très important parce que c'est en train de complètement reformater et refaçonner l'avenir de cette NCAA en tant qu'organisation et donc par ricochet l'avenir du baseball universitaire. Voilou, c'est pas un épisode très très long, j'espère que ça, comme je dis, ça reste assez digeste. J'essaie de parler des choses dont je ne parle pas assez souvent, donc j'espère que ça permet aussi d'apporter de la diversité dans le propos. On se retrouve très bientôt, n'oubliez pas que ça va continuer encore peut-être pendant 1 ou 2 semaines, je vais sortir encore quelques formats courts sur des joueurs potentiellement qui vont être appelés assez haut à la draft, donc n'hésitez pas à aller vous balader un peu sur YouTube, ça sera des vidéos qui durent à peu près 2-3 minutes, rien d'exceptionnel, mais c'est pour vous donner un peu de name dropping, comme ça vous ne serez pas surpris lorsque la draft MLB va arriver. Je vous dis à très bientôt, vous souhaite une très bonne fin de semaine, et allez, ciao. The 2-2.